je vais commencer juste par la question que je pose à mes étudiants quand je commence mon cours d'analyse de cycle de vie. C'est quoi le bâtiment le plus écologique? Celui que vous voyez à gauche, qui est près d'une forêt, à côté d'une rivière, en zone probablement périurbaine, construit en matériaux sans doute qu'on va qualifier d'écologiques, avec pourquoi pas là une partie traitement des eaux, ou bien celui-là qui est dans une zone urbaine dense et qui en fait existait déjà, a été rénové, on a mis des pare-soleil, on a probablement fait une réhabilitation pour avoir une meilleure isolation thermique. C'est peut-être avec de la laine de verre et pas forcément avec du béton de chambre. Voilà, lequel est le plus écologique? Et puis je leur fais lever la main. Alors voilà, qui est pour le bâtiment de gauche? 2. Ils sentent qu'il y a un piège. Qui est pour la solution de droite? Il y a un piège aussi. Bon, alors, évidemment, voilà, en fait, ce que je leur dis, c'est que d'un point de vue scientifique, la question est mal posée. Et qu'on va essayer de bien la poser pour essayer de bien y répondre. Voilà, donc la réponse, il n'y a pas forcément là, dans ce cas-là, en tout cas, j'ai pas assez d'éléments pour vous dire lequel est le meilleur, même si j'ai ma petite idée. Alors, déjà, quand on parle de bâtiment écologique, de quelle étape on parle? On parle de sa construction, on parle de son utilisation, de sa fin de vie. Quand on est rigoureux, on doit préciser au moins quelle étape, et voire quand on est très rigoureux, on doit dire qu'on prend en compte l'ensemble du cycle de vie. Donc ça, c'est déjà un préalable. Donc on peut reformuler la question en disant mon bâtiment il est écologique sur quelle étape du cycle de vie? Deuxième élément, ça veut dire quoi écologique? Voilà comment on modélise les atteintes à l'environnement en analyse de cycle de vie. On prend au moins 3 grandes choses à protéger, qui sont la santé humaine, on l'oublie, mais ça fait partie de l'environnement, qui sont les écosystèmes, c'est souvent à ça qu'on pense quand on parle de biodiversité, etc. Et puis aussi la protection des ressources naturelles, en particulier celles qui ne sont pas renouvelables. Et vous voyez que l'analyse de cycle de vie, quand elle modélise, parce que c'est une méthode de modélisation, quand elle modélise et qu'elle cherche à quantifier ce qui se passe et comment on porte atteinte à l'environnement, elle a tout un cheminement entre ce qu'on appelle des flux élémentaires et qui sont ce qu'on prend dans l'environnement ou ce qu'on rejette dans l'environnement, et puis ces aires de protection. Et entre les deux, il se passe un tas de mécanismes. Vous allez en reconnaître certains. Tout en haut, vous voyez le changement climatique. Vous pouvez comprendre aisément ce que c'est que la toxicité. Bon, il y a d'autres mots un peu moins connus. Mais vous voyez que on a entre, on va dire, ce qu'on a envie de protéger et puis ce qu'on fait, on a un certain nombre de phénomènes qui se passent. Et donc, quand on parle d'environnement, on parle de quoi ? Et on a tous ces aspects à prendre en compte. Et quand on fait de l'analyse de cycle de vie, a priori, on regarde tout. Et donc, on ne dit pas écologique de manière, on va dire, imprécise, mais on va au moins préciser. On parle de ressources, d'écosystèmes, de santé, voire on va même être beaucoup plus précis. On va dire, on parle de changement climatique, on parle de toxicité, d'acidification, etc. Donc finalement, quand on reformule la question, on dit mon bâtiment il est performant d'un point de vue ressources, il est performant d'un point de vue écosystème, santé, et sur quelle étape du cycle de vie? Là, on a bien posé la question. Je vais partir d'un exemple sur lequel la chaire a travaillé avec EVA. Puisqu'on a participé au concours international Solar Décathlon qui a eu lieu l'année dernière. Enfin, il y a eu 2 ans de travail, mais on va dire le point d'orgue, la finale du concours, c'était en 2014, en juillet. Et donc, c'est un projet qui a été porté par beaucoup d'écoles de la région et sur lequel nous, on a fait une toute petite partie, il y a beaucoup d'autres aspects dans ce projet-là. Nous, on a fait la partie analyse de cycle de vie. Ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'il a été justement, c'est un projet de rénovation urbaine, et il a été justement pensé au départ par des architectes qui avaient aussi leur vision de ce que c'est qu'un habitant dans une ville durable. Et ils se sont donc focalisés sur ce bâtiment que vous reconnaîtrez peut-être, qui s'appelle le Cap 44, qui se trouve à Nantes,
importante, pas loin de la Chambre de commerce et d'industrie, en bord de Loire, qui était une ancienne minoterie et puis qui a été recouverte donc, de ces panneaux métalliques et qui est actuellement un bâtiment tertiaire. Donc leur idée, c'était, voilà, ce bâtiment, on imagine qu'on le rénove, on va lui enlever son enveloppe. Pour des raisons d'architecture bioclimatique, on va faire 2 coupures perpendiculaires à l'intérieur de ce bâtiment. On va surélever un peu cette partie et puis on va insérer côté Loire des logements qui sont vus comme des insertions modulaires de structures en bois notamment, qu'on va insérer dans ces structures poteau-poutre sur laquelle qu'on récupère et qu'on ne touche pas. Donc on est sur de la réhabilitation, on va essayer de conserver la structure. Et donc sur le côté ville, on a plutôt des bureaux, avec donc un espace partagé au milieu. Voilà, donc ça c'était la vision des architectes. Et nous, on intervenait là pour dire qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'analyse de cycle de vie autour de ça. Alors, je vous ai mis un petit lien si vous souhaitez aller voir, parce que donc, je ne veux pas m'approprier le projet à moi toute seule. Il y avait vraiment beaucoup de partenaires. Et donc, il y a eu un prototype à l'échelle 1 qui a été construit et présenté pendant le concours à Versailles au mois de juillet 2014. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'analyse de cycle de vie sur ce projet ? On est parti de l'idée qu'il était conçu par les architectes, par l'école d'architecture en fait, pour être économe en énergie. Ça c'était un requis du concours forcément, mais aussi donc économe en eau et aussi de favoriser un comportement éco-responsable de ses habitants. Alors la question qu'on a pu se poser quand on veut faire de l'analyse de cycle de vie de cet exemple, c'était de dire voilà. Pendant qu'on va réhabiliter ce bâtiment, on va avoir des activités, on va consommer du matériau, on va générer des déchets. Donc, on va porter atteinte à l'environnement. Les fameux flux primaires dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est sûr, à chaque fois qu'on a de la technologie, on porte atteinte à l'environnement. La question intéressante, c'était, ça va très vite, est-ce que le comportement éco-responsable des habitants, est-ce qu'il peut compenser ces atteintes qu'on a portées au départ pour réhabiliter le bâtiment ? Et on a évalué 3 aspects. La consommation versus la production d'énergie, puisque le bâtiment est équipé de systèmes pour produire de l'énergie, la consommation d'eau des habitants et leur mobilité. Et on a calculé ce qu'on appelle la durée d'amortissement, qui est donc l'indicateur, par exemple, changement climatique, l'atteinte qu'on a générée pendant la phase de construction et réhabilitation, divisé par ce qu'on a pu économiser en différence entre un comportement éco-responsable et un comportement qui ne l'est pas. Pour aller très vite, voilà, ce qu'on voit, c'est que le comportement éco-responsable des habitants, il a des effets qui sont rapidement positifs sur le changement climatique, la couche d'ozone stratosphérique, les radiations ionisantes, la raréfaction des ressources en eau et en énergie fossile et nucléaire. Si en plus, en fin de vie, on va recycler les matériaux de ce bâtiment, on va encore améliorer et passer peut-être du vert clair au vert foncé ou du orange au vert sur l'acidification, la toxicité, l'écotox et puis la raréfaction des ressources. Par contre, il y a certains aspects sur lesquels on ne récupère pas, et notamment tout ce qui est économie d'espace, puisqu'on imagine qu'on économise de l'espace puisqu'on rénove au lieu de construire à la périphérie de la ville, mais ça ne compense pas l'espace qui est consommé pour les matériaux biosourcés. Voilà, donc message clé de ça, c'est ce qu'on a un peu découvert en faisant cette étude, c'est que les phases d'usage et de fin de vie sont essentielles pour la performance environnementale des bâtiments. Et alors là, on sort complètement du bâtiment.